Bonjour, bienvenue à cette conférence première conférence du cycle CRM et Web Analytics. Dans cette conférence intitulée « Faut-il intégrer les nouveaux comportements des consommateurs web, mobiles, réseaux sociaux avec les données CRM ?» Donc, le cycle CRM et Web Analytics a été conçu par Nicolas Giard pour le Cercle du Marketing Direct et par moi-même pour la communauté Walible. Donc c'est un cycle qu'on a imaginé il y a 2 ans maintenant, en se disant, voilà, il y a le monde du CRM d'un côté et le monde du Web Analytics de l'autre. Et ces deux mondes qui aujourd'hui ne se parlent pas assez, ça serait intéressant sur le salon VAD que l'on fasse un cycle commun. On parle à la fois des problématiques WebA, CRM et comment tout s'intègre. Et puis 2 ans après nos premières idées, là on voit qu'avec le mobile, le social qui s'est rajouté, donc ça va très vite. Donc je vais te laisser Nicolas présenter rapidement le Cercle Marketing Direct. Oui, merci. Il y avait au moins 2 personnes qui se parlaient, c'était Nicolas et moi-même. Donc moi je suis là pour la dimension, on va dire, plutôt CRM. Le Cercle du Marketing Direct, c'est une association nationale, à peu près 400 membres, qui réunit des professionnels à l'origine de ce qu'on appelait le marketing direct dans une acception assez traditionnelle, mais qui aujourd'hui est des professionnels de la relation client dans un monde multicanal. Et c'est vrai que l'idée était de voir comment on pouvait faire un pont entre un métier web analytique qui est très centré sur le trafic et la transaction et un métier CRM, marketing relationnel, qui est très centré sur le client. Donc on a souvent une mesure qui est la transaction d'un côté, une autre unité de mesure qui est le client de l'autre, et puis il y avait un petit peu une frontière entre les deux, donc on va essayer de construire ce pont entre les deux mondes. Voilà, tu peux. Pour la communauté WebAnalytics Lille a été créée en 2009. Aujourd'hui, on est plus de 250 membres dans les réseaux sociaux, membres de cette communauté. Nouveauté depuis la rentrée, donc je constatais qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'impliquaient dans la communauté, qui venaient de Belgique, notamment la Belgique néerlandophone. Donc on a décidé à la rentrée de passer le site WebAnalytics Lille en trilingue, à la fois français, néerlandais et anglais. Donc le cycle, en fait, c'est un petit peu le marathon. Donc on espère que vous resterez avec nous jusqu'à 19h, voire plus tard ce soir. Donc il y a cette première conférence. À 13h30, après une pause, nous allons parler de l'acquisition de trafic. Donc je fais venir des visiteurs sur mon site. Comment mesurer la performance de ce trafic? Donc on a 3 experts qui vont partager leur expérience du côté annonceur. Donc Loïc Bonalier d'Edisac, Jérôme Laurent de GoVoyage, Nicolas Verhulst de WebDistrib. Ensuite, on va passer sur l'étape landing page. Donc quand vous arrivez sur le site, qu'est-ce qui se passe? Donc cette conférence est animée par Michel Coq, expert e-commerce. Et il y aura donc témoignage Nicolas Tratz d'Atlas Formen, Hakim Demora 36 Benelux, Arnaud Van Popringue de Tikamoon. Et ensuite, 1 heure après, on continue sur la segmentation multicanal. Comment est-ce que je peux... Donc là, je laisse la parole à Nicolas. Et donc c'est là où on retrouve cette logique entre trafic et CRM. Les 2 premières sont plutôt orientées sur le trafic et la transfo. Et les 2 suivantes, j'ai transformé. J'ai donc des clients. Comment ces clients n'ont pas tous le même comportement, n'ont pas tous la même valeur. Donc on va parler de segmentation avec René Lefébure, qui est un data miner connu, qui aujourd'hui est chez Altima, donc une société de la métropole lilloise, et qui travaille beaucoup effectivement sur mixer les données clients, les données de trafic, et essayer de voir comment on peut les exploiter de façon opérationnelle au niveau du client. La suivante à 16h30, une fois qu'on a fait du trafic, qu'on a acquis des clients, qu'on a essayé de les comprendre et de les segmenter, on est en mesure de mettre en œuvre un plan d'action différencié vers les différents clients. Et donc là, je parlerai avec Salvatore Spatafora, qui est responsable marketing au niveau de Blanche-Porte, et de Sandrine Cossard de Berner France, qui est une société, ce sera intéressant aussi, c'est du B2B, avec Yannick Denis de Market Espace, qui accompagne son client Berner. Et puis on termine effectivement avec un événement international. Voilà, donc on termine avec le rendez-vous des Web Analytics. Donc cette année, événement 100% en anglais. On a Matt Bellec qui vient des États-Unis. On voulait ouvrir l'événement aussi à l'Angleterre et la Belgique proche. Donc on a voulu faire un événement 100% anglais. Donc le thème principal, ça va être le référencement naturel et le Web Analytics. Donc c'est organisé en partenariat avec l'association SOE Camp, l'association de référencement. Et ça va être 90 minutes de pur bonheur avec Matt Bellec. C'est un conférencier incroyable. Il fait des conférences un peu partout dans le monde. On a beaucoup de chance de l'avoir, donc je vous invite à venir. Et à 19h, si vous êtes encore là, nous organisons un premier gigapéro e-commerce de France. On est à, je crois, 240 inscrits. Donc ça s'annonce plutôt très bien. En tout cas, si vous êtes encore là à 19h, c'est pas le moment de partir, c'est là que démarre l'apéro. Donc, voilà. Faut rester. Alors pour la conférence qui nous intéresse, donc en fait on se rend compte qu'il y a 4 grandes silos de données aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux où là vous allez devenir fan, abonné, vous allez faire des likes, vous allez faire des +1 sur Google+, vous allez faire des RT sur Twitter, etc. Réseau mobile où là vous allez être identifié par votre ID appareil portable.
On va aussi avoir tous vos usages applications mobiles, usages web mobile, un autre silo qui est le Web Analytics, donc comportement sur le site, vous allez laisser des cookies, des ID visiteurs, etc. On va voir vos provenances. Et après, on arrive au CRM où il y a l'ID client. Donc, qu'on avait préparé ici, que j'avais fait un petit sondage auprès de différents directeurs commerce pour savoir c'est quoi votre problématique actuellement. Il m'avait dit, voilà, il y a tous ces silos de données et on a du mal à voir si effectivement c'est pertinent ou pas de les intégrer ensemble. Et on a beaucoup de chance. On a deux intervenants qui ont décidé de relever des défis. Donc, Mickaël Pinson, donc responsable du polymailing et nouveaux canaux de la Redoute, donc qui va présenter pour la Redoute. Mickaël, sachant que Mickaël a tout d'abord démarré sa carrière chez Decathlon, puis passé chez le groupe Quell et chez Red Cats depuis 2009, et auparavant été diplômé de l'ESCP, EAP Paris et de l'INSEAD. Et ensuite, donc Eric Manceau, qui est responsable du marketing relationnel cross-sell chez Orange, va aussi partager son point de vue du côté plus opérateur. En sachant qu'Eric a commencé sa carrière chez Schneider, ensuite rejoint Orange en 2000 et donc depuis 2008, il est en charge du département marketing relationnel. Et Eric, une double formation, donc ingénieur ICAM à Lille, puis MBA à l'ESCP. Voilà, alors sachant qu'à notre table, nous avons aussi un autre invité qui est Florian, qui va être Monsieur Twitter, puisque, nouveauté de ce cycle, nous vous proposons de poser vos questions directement sur Twitter. Donc, vous envoyez un tweet à @crmwa. Ça arrive directement sur le téléphone de Florian et Florian pourra relayer vos questions en direct sur la conférence et vous évitez le hashtag conf1. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le hashtag VAD pour toutes vos questions et on pourra répondre en direct. Voilà, donc je vais passer la parole à Mickaël pour la partie Redoute. Et après, donc, on fera la partie Eric et après la partie questions-réponses. Merci. Bonjour à tous. Donc, quand on s'est posé la question au début de l'été de préparer cette conférence, et que Nicolas nous a dit qu'est-ce qu'on fait des nouveaux canaux et est-ce qu'on les intègre dans les données CRM, c'était une non-question pour Redoute, parce qu'on est déjà dans cette logique-là. Alors Redoute, je reviens rapidement sur le site que tout le monde, je pense, connaît. Le site redoute.fr, c'est le premier site e-commerce, mode et décoration. Donc, ça, c'est ce que vous voyez partout. Les chiffres concrets qu'il y a derrière, ça veut dire qu'il y a 1 million d'avis clients qui sont déposés sur le site. Donc quand vous allez dans les fiches produits de la Redoute, vous avez des commentaires clients. On en emmagasine 1 million par an sur le site. C'est 9 millions de visiteurs uniques et plus de les 3/4 des ventes sont réalisées sur Internet. Donc le challenge pour nous, c'est de se dire notre magasin est sur Internet, il est sur le web. Comment est-ce qu'on vient coupler les nouveaux canaux que sont les réseaux sociaux et le mobile autour de ça? Mais avant de s'engager dessus, on a aussi un canal qui génère beaucoup de trafic. C'est quasi plus de 30% du trafic du site Redoute vient des emails. Donc via ça, on récupère beaucoup de data. Les ouvertures d'emails sur lesquelles on traque vraiment les clients qui ouvrent et à quelle fréquence ils ouvrent leurs emails. Vous avez aussi les zones de clic qui sont intéressantes à traquer. Donc, est-ce que je clique plus sur une opération prêt-à-porter, une opération déco? Donc ça, on le stocke en base de données et ça nous permet d'avoir directement des triggers marketing. Donc, il y en a plus de 150 qui tournent sur la base Redoute. Donc, 150 campagnes email qui sont lancées en fonction de votre appétence et de ce qui se passe. Je prends un exemple. Mickaël, juste avant de préciser ce qu'est un trigger marketing, si jamais des gens pouvaient ne pas savoir, et ça, il y en a certainement. Effectivement. Donc trigger, c'est le nom barbare pour dire une fois que on a récupéré une information, on vous envoie un email en automatique. Donc quand je vous dis il y en a 150, ça veut dire qu'automatiquement, en fonction des données qu'on récupère de notre outil de web analyse qui est Omniture, ça part automatiquement à destination du client. Donc il y a 150 événements qui sont traqués et s'ils se déclenchent, des emails personnalisés en fonction de chacun des 150 est envoyé. Voilà, c'est ça. Donc vous avez des notions de visite, vous avez des notions d'achat, vous avez des notions de relationnel, vous nous avez donné une nouvelle information, on vous remercie directement. Tout ça pour construire vraiment une relation avec nos clients. Et ça nous permet de proposer vraiment l'offre la plus pertinente. Sur les réseaux sociaux, Redoute, c'est 1 200 000 fans et c'est 113 000 followers sur Twitter. Donc on fait partie des 10 marques les plus fortes de France là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 15 mois, on était à 60 000 fans à la Redoute. Donc la question des réseaux sociaux est vraiment une question centrale. On est passé de 60 000 à 1 200 000 fans en 15 mois. Et 113 000 followers, on est le premier fil Twitter de France sur notre catégorie. Donc les réseaux sociaux, pour nous, ça sert vraiment à engager une relation forte avec nos clients qui nous permettent principalement de faire de la relation client. Et oui, les clientes, elles se servent de notre fanpage pour poser une question sur leur commande, sur la qualité des produits. Donc, c'est des données qu'on récupère et qu'on stocke dans nos bases de données. On fait aussi de l'e-monitoring. Donc, quel est le positionnement de la Redoute sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a plus d'ambassadeurs ou de détracteurs? Donc, c'est quelque chose qu'on traque et qu'on stocke en base.
Et après, on vient chercher des appétences très spécifiques. Donc vous l'avez vu sur la slide juste avant, vous avez une bannière tout en bas. La Redoute, il y a quelques mois, a été la première marque française à se coupler à un jeu social en ligne qui s'appelait Totally Spice. L'intérêt pour notre communauté, c'est d'avoir un jeu sur lequel elle peut participer et elle retrouve la marque La Redoute dessus. L'intérêt pour nous, c'est d'identifier une appétence. Ça nous a permis, en base de données, de stocker qui jouait aux jeux en ligne. On récupère aussi tous les centres d'intérêt. Est-ce que vous adorez les pages, les likes sur la mode, sur la déco? On récupère tout ça. Ça nous permet de faire de l'engagement client, de générer du trafic vers le site internet et également des ventes. Troisième plot important pour nous, le mobile commerce. L'engagement de Redoute, c'est de se dire, quel que soit votre terminal ou votre tablette, vous pouvez vous connecter au site laredoute.fr. On a une application iPhone, une application iPad, une application Android et un site mobile qui a été complètement refait cette année. L'intérêt également pour nous du mobile, c'est de récupérer, données vraiment qui commencent à émerger, c'est qui ouvre ses emails sur son téléphone mobile. Chez Redoute, pour l'instant, c'est 14% de la base de données. C'est une vraie problématique qu'on se devait d'adresser, c'est comment est-ce que j'adapte le format de mes emails aux personnes qui les lisent sur leur iPhone ou sur leur Android. On récupère aussi l'acte d'achat. Il faut savoir que les catégories sont les mêmes entre le site redoute.fr et les sites mobiles. La consommation est radicalement différente. Vous avez par exemple des pics à la rentrée des classes étudiantes sur les achats de canapés sur les sites mobiles. C'est le genre de données qu'on vient stocker. Juste, alors, notre explication, c'est vous êtes étudiant, vous n'avez pas de connexion Internet dans votre nouveau studio ou dans votre nouvelle chambre étudiant. Vous prenez votre site mobile et vous commandez directement dessus. Donc ça, c'est vraiment des données qu'on veut récupérer, plus le type de téléphone que vous avez, pour pouvoir adresser au mieux la communication qu'on fait dessus. Donc un exemple, si on compile toutes ces données-là, je voulais vraiment vous montrer ce qui est possible de faire en personnalisation totale sur le canal email. Donc, en fonction de toutes les données qu'on récupère, on adapte la pression commerciale. Plus vous ouvrez vos emails Redoute, plus vous en recevez. Bon, la logique va aussi dans l'autre sens. Au moins vous ouvrez, au moins vous avez d'emails. Et on essaye de cibler vraiment le type d'email qu'on vous envoie. On a un moteur de génération d'offres. Donc, en fonction de ce que vous récupérez, des marchés que vous consommez, des marchés sur lesquels vous avez une visite, on vient adapter l'offre qu'on va vous pousser. Et dernier point, les nouveaux canaux pour Redoute, c'est un élément très important, que ce soit mobile ou réseaux sociaux. Avec les données qu'on récupère, on essaye de vous pousser un maximum de ces fonctions-là. Concrètement, ça donne ça. Vous avez les nouveaux formats d'email Redoute. Donc là, c'est une exclue parce qu'ils ne sont pas encore en train de tourner. Ils ont tourné il y a un mois. On les remet un peu à plat et ils vont retourner d'ici quelques semaines. Un visuel principal avec l'offre qui vous intéresse. Donc si vous êtes appétant femme, vous recevez une offre femme. Si vous êtes appétant d'un autre marché, c'est un autre marché qui prime. Et en fonction de ça, on alimente notre moteur avec des animations commerciales spécifiques. Donc on charge à peu près 80 opérations commerciales et les opérations commerciales viennent se mettre à droite en fonction de vos appétences. Ça veut dire que cet email-là, il n'y a que, on va dire grosso modo, un client qui va le recevoir parce qu'on va alimenter des offres. Donc par exemple, cette cliente-là était sur de la femme, elle avait montré une appétence vers les offres commerciales livraison gratuite, vers la maison, et surtout elle était sur Facebook. Donc on lui a poussé l'animation commerciale qui allait bien sur tout ce qui la concernait. Donc pour nous, intégrer les données CRM chez Redoute, c'est ça. La traduction concrète sur l'email, c'est vraiment, on monitore au maximum, on reprend un maximum de pertinence, et la vision, elle est une offre extrêmement pertinente. Je vous ai ramené quelques chiffres de ça. Ça nous permet de faire chuter les désabonnements de 30%. L'offre est pertinente, vous dites j'ai moins de raisons de me désabonner. On génère 45% de trafic en plus vers le site. Vous arrivez directement sur le modèle d'opération commerciale qui intéresse la cliente. Donc forcément, elle clique beaucoup plus. Et ça génère aussi 15% de trafic vers les nouveaux canaux. C'est pour nous une vraie surprise et une vraie fierté. Vous êtes par exemple identifié comme possesseur d'iPhone ou possesseur d'Android. On vient vous pousser l'offre qui va très très bien pour vous déclencher une commande. Donc ça génère du trafic si c'est bien fait. Et le nerf de la guerre reste le chiffre d'affaires. On a augmenté sur le canal email le chiffre d'affaires de 8% avec ce genre d'offre-là. 8% sur un canal qui est vraiment fortement concurrencé par les réseaux sociaux. Pour nous, c'est une vraie victoire. Et surtout, ça permet d'aller amener la cliente vers des marchés qu'elle ne connaissait pas. On capitalise sur son marché principal, par exemple la femme, et on lui fait découvrir d'autres marchés à côté. Là-dessus, on a vu une augmentation de la demande de 4%. Donc c'est... Pour nous, la CRM, c'est ça. Intégrer les nouveaux canaux, c'est comment avoir une dimension 360 autour de la cliente et lui amener un maximum de pertinence. Merci.
Alors bonjour. Un peu difficile pour moi, c'est de vous le faire de dos. Je vais pouvoir vous parler, mais je vais vous parler de face. Alors globalement, moi je suis un opérateur télécom. L'opérateur télécom, quand on se pose des questions sur les nouveaux usages, sur le mobile, sur le web, pour nous c'est plus une question, comme pour la Redoute a priori. On est né dedans. Notre métier, c'est de pouvoir offrir à nos clients effectivement ces accès vers tous ces nouveaux usages. On vend des terminaux et du coup ça nous donne une position un peu double parce que derrière on doit se positionner en tant qu'intermédiaire pour apporter de la valeur aussi en B2B vis-à-vis d'annonceurs, vis-à-vis de retailers et en leur donnant à la fois des informations sur des usages s'il y a opt-in du client, mais c'est aussi une certification sur l'identification du client. C'est aussi des questions sur des problèmes de paiement, des problématiques de paiement sur mobile. C'est pour nous un vrai sujet. Alors, il faut bien comprendre qu'on a un double rôle. Aujourd'hui, alors, effectivement, comme je vous disais, pour moi, c'est une évidence. Il faut y aller. Il y a bien un intérêt à mettre toutes ces données dans le CRM. Dans le CRM, oui, mais pourquoi faire? Ça, c'était une question que je voulais vous adresser. Moi, je vois au moins trois sujets. Le premier, c'est pour mieux vendre. Ça, c'est essentiel dans la mesure où on fait du marketing direct, on profite de ces canaux et des usages pour mieux cibler, mieux vendre. Mais savoir gérer la pression commerciale, savoir cibler, personnaliser la proposition, c'est essentiel pour améliorer votre taux de transformation. Deuxième point, la relation client. Aujourd'hui, sur les nouveaux médias, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une façon pour vous de vous décharger de la relation client. Ce sont les clients qui sont vos clients employés qui vont pouvoir vous aider. Et enfin, dernier point, c'est développer l'attachement à la marque. L'attachement à la marque, pour nous, c'est essentiel. Il faut, alors bien sûr, tout le monde a des Facebook pages avec des fans, mais tous les points de contact que vous aurez avec vos clients sont essentiels dans le développement de l'attachement. Et donc, en période comme aujourd'hui où l'activité peut, régresser, il semble important qu'on ait une vraie vision multicanale et pas avoir des messages discordants quel que soit le canal. Il faut être très très vigilant, vu la multiplicité des canaux, d'avoir un message très cohérent vis-à-vis des clients. Les clients sont très matures aujourd'hui. Pour preuve, alors j'ai une petite question, j'en ai pas plusieurs, j'en ai qu'une. Je voulais savoir si vous aviez l'appréhension de ce que c'est aujourd'hui l'Internet mobile. Alors aujourd'hui, à votre sens, ou plutôt à la fin de l'année 2011, combien il y aura d'utilisateurs d'un smartphone en France? Alors, réponse A, c'est moins de 10%. Réponse B, 25%. Réponse C, 40%. Et réponse D, on ne sait pas encore. Il faudra peut-être calculer. Qui est pour la réponse A? Vous avez le droit de lever les... J'ai pas d'iPad à vous offrir à la fin. Non, personne. La réponse B. La réponse C. Et la réponse D, peut-être, non? Non, ça c'est bien la réponse. C'est la réponse C. Effectivement, 40% des Français auront un smartphone. Ils ne savaient pas tous dire qu'ils vont utiliser pour avoir un accès Internet, faire des achats sur leur mobile, mais il y a un potentiel. Quelques autres chiffres pour bien situer le marché, comment il se présente. Aujourd'hui, c'est 70% des Français qui ont un accès Internet en broadband. C'est 40% qui ont effectivement un smartphone. Et c'est aujourd'hui plus de 3 millions de Français qui disent qu'ils ont déjà fait un achat. Déjà un achat d'un service ou l'achat d'un produit sur le mobile. Un instant. Alors, il y a 21 millions de Français qui ont au moins un compte Facebook, et notamment chez les jeunes.
80% des jeunes, ou ce qu'on appelle la génération Y, 18-30 ans, ont un compte, voire plusieurs comptes dans des réseaux sociaux. Et enfin, quelque chose qu'on ne sait pas tous, mais les seniors sont maintenant, voilà, les seniors arrivent sur le web, même sur le mobile. Aujourd'hui, c'est tout chaud, hein, ces informations-là. 33% des acheteurs sont des seniors, plus de 55 ans. Je vais dire seniors à plus de 55 ans. Et ils représentent 50% des achats. Et notamment, par exemple, Pixmania, ils se rendent compte que c'est eux les plus fidèles. Un client, un senior, vous avez réussi à lui vendre quelque chose, vous lui vendrez quelque chose dans les mois qui vont suivre. Tu as tout ici aussi. D'accord. J'aime bien regarder les gens. Non, par rapport à l'écran derrière. Je te remercie. Alors, juste aussi une chose, ces canaux, en fait, il y a plusieurs façons de les voir. À la fois donc les réseaux sociaux, le mobile et l'Internet, c'est à la fois un média. Un média, et comme je disais tout à l'heure, c'est important d'assurer une cohérence dans tous vos messages. Et par contre, les données qui vont être nécessaires pour bien assurer la cohérence et la cohérence de vos messages, il faut que, à un client, vous ayez toutes ces données de contact. Son numéro de mobile, son email, voire les ID de ces comptes de réseaux sociaux. Pour nous, c'est anodin d'avoir les numéros de mobile ou d'avoir l'adresse email. Encore que on est bien content d'avoir effectivement une base. Aujourd'hui, on a 21 millions de mobiles et plus de 25 millions d'emails. Donc pour nous, c'est assez simple de maîtriser ce canal, chez nous Orange. Mais pour quel que soit l'acteur, il est essentiel de construire sa base et d'avoir ses numéros et ses adresses de contact. Également un canal de distribution. Et un canal de distribution, on peut commencer un achat sur un mobile et le finir sur le web. Aujourd'hui, dans certains magasins, notamment aux États-Unis, on est capable, vous savez, utilisez votre mobile. Vous pouvez scanner le code barre et vous aurez toute l'identification de tous les prix sur les magasins environnants, voire sur les sites web. Et là, le client rentre dans une position étonnamment forte vis-à-vis du vendeur. Il peut lui expliquer, écoutez, moi, le prix, si c'est un argument fort, qu'est-ce que vous me proposez comme contre-proposition s'il trouve moins cher à côté? Et notamment chez Best Buy aux États-Unis, ils sont capables de faire une proposition en live. Ils font une autre proposition au client en fonction effectivement, il est identifié, géolocalisé dans le magasin et on lui fait une proposition. Enfin, le canal de relation client, alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important parce que je pense que c'est une bonne façon de vous appuyer sur vos prescripteurs, sur vos ambassadeurs, vos clients les plus fidèles, qui eux vont résoudre les problèmes de tous vos autres clients. Et ça les valorisera d'autant. Et c'est important d'animer cette communauté, quitte à les récompenser, mais elle se fera si vous savez l'animer. Alors j'ai essayé de prendre 2 exemples de ce qu'on fait chez Orange. Il y en a beaucoup et il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler. C'est un petit peu dommage. Mais alors, moi, comme je travaille beaucoup sur le cross-sell, ce qu'on a réussi à faire chez Orange, c'est demander à l'autorité de la concurrence de pouvoir croiser nos bases mobiles avec Internet. Parce qu'on n'avait pas le droit, alors que nos concurrents avaient le droit. Et depuis mi-2010, on a le droit. À partir de ce moment-là, on a pu lancer des premières actions de conquête ou de win-back pour aller conquérir des clients qui sont mobiles Orange et on va les équiper en Internet Orange, ou vice-versa, ils sont Internet Orange et on va les conquérir sur le mobile. Et c'est beaucoup plus simple de parler d'Orange à un client qui est déjà Orange. Et on a des taux de concrétisation, notamment en phoning, qui se chiffrent à plus de 5%. Ça marche très très bien. Par rapport à des ciblages qu'on faisait avant où on était à 1%, on est plutôt très content.
une autre expérimentation qui ressemble, là, cette fois-ci, plus à ce qu'on fait en tant que partenaire vis-à-vis de retailers ou vis-à-vis d'acteurs. On a une expérimentation à Nice qui s'appelle Citizy, où on propose aux clients de pouvoir payer avec un mobile. Il suffit de passer son mobile au-dessus de la caisse, et avec ça, vous avez la caisse reconnaît le mobile par NFC, donc c'est un protocole effectivement d'échange par onde qui permet d'identifier le client, de certifier le client, vérifier qu'il a bien l'argent sur son compte et le marchand est payé automatiquement. Imaginez que demain, avec le consentement du client, on soit capable de lui faire une proposition automatique en fonction de son profil, de sa fréquence de fréquentation de ce magasin. Et ça, c'est un vrai service, à mon avis, pour tous les retailers. Et pour terminer, on m'a demandé de parler un petit peu de juridique. Effectivement, disons que les Américains, ils ont l'avantage par rapport à nous de pouvoir faire du business en Europe avec les règles américaines sur les droits des données. Ça pose quand même quelques difficultés parce que nous, en Europe, et notamment en France, avec la CNIL, mais avec les nouvelles directives européennes là qui va tomber, il y a quand même une protection de toutes les données personnelles et c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et notamment, la problématique qui se pose, c'est nous, en tant qu'acteurs sur le réseau, on voit passer tout. C'est-à-dire que on voit tout ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils achètent et également sur quel site ils vont. Ça nous est complètement interdit d'utiliser ces bases de données, mais on serait capable de le faire. Alors, la parade, mais c'est la parade sur tous les sites ou sur toutes les applications, c'est de proposer au client un échange gagnant-gagnant. Avec le consentement du client, il sera obtiné, et là, on peut, avec l'accord du client, enregistrer ses usages pour être en capacité de lui faire des propositions beaucoup plus personnalisées, et lui, il y verra un intérêt. On peut anticiper ses besoins avec ça. Et on fait différentes expérimentations. Ça marche plutôt bien. Mais c'est certainement un vrai sujet parce que aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe pour vous sur vos bases email, mais l'email, aujourd'hui, les gens soit le lisent plus, soit ils vous mettent, ils désoptinent. Et c'est quand même difficile de garder le contact avec le client parce qu'il y a entre guillemets des margoulins qui ont quand même abusé et qui spamment largement toutes nos bases, tous les clients. Donc il faut qu'on trouve d'autres alternatives où on est dans une relation gagnant-gagnant avec le client. Voilà, je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. On va passer sur la partie des questions. Et comme le sujet est effectivement comment on peut utiliser à la fois les données de Web Analytics et les données de CRM, moi j'avais une question pour Mickaël pour la Redoute. On a bien vu dans le tout premier slide où on voit les différents silos de données. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois on voit ID, donc ID du terminal, donc c'est l'identifiant unique, hein, ID de la transaction, ID du canal et ID du client. Et pour des gens qui travaillent dans des bases de données, on sait bien que faire le lien entre tous ces ID, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, on essaye de le faire. Et donc, tout à l'heure, Mickaël nous expliquait qu'il y avait des scénarios email qui étaient faits en fonction de l'appétence produit, le comportement sur l'email, donc un certain nombre de triggers comportementaux. Ma question, et on a compris qu'il pouvait y avoir un grand nombre de combinaisons, donc un grand nombre et théoriquement un nombre infini d'emails. Est-ce qu'on tient compte pour des personnes qui auraient la même appétence produit, le même comportement email et qui auraient cliqué sur les mêmes bannières? Néanmoins, on peut avoir un très bon client très fidèle et puis un autre qui est moins fidèle. Est-ce qu'on tient compte de cette information qui vient bien du CRM et qui était un calcul de la qualité du client pour dire celui-ci, par exemple, je lui offre les frais de port et pas celui-ci, ou d'autres choses de ce type-là? Oui, effectivement, c'est une vraie problématique qu'on a eu à rencontrer. On passait d'une segmentation traditionnelle vente à distance, qui est la récence fréquence montant, donc la fameuse RFM que tout le monde connaît, sur lequel on est venu injecter beaucoup de données nouveaux canaux. Les canaux email, les canaux réseaux sociaux, les canaux mobiles. Et on avait cette question qui est très juste de dire comment est-ce qu'on va pouvoir fidéliser un client
qu'on a depuis 10 ans et qu'il n'ait pas l'impression d'être biaisé par rapport à un prospect qu'on ira chercher avec une offre très 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 violente. Et effectivement, notre cœur vraiment d'animation, c'était de se dire comment est-ce qu'on garde cette fidélité client et comment est-ce qu'on récompense cette fidélité. Donc on a dû matcher les deux pour trouver un score qui nous permette de gérer au mieux la fidélité et de proposer des offres très ponctuellement qui sont vraiment des offres de fidélité qui sont au-dessus de tout. Ça veut dire qu'un client qui est, je vais prendre un exemple très concret, qui a commandé tous les ans depuis 10 ans, va recevoir quasiment une fois par mois une offre imbattable sur le marché. En tout cas, il ne trouvera pas mieux et on va vraiment récompenser sa fidélité là-dessus. Parce que c'est un très bon point. On voit de plus en plus de nouveaux canaux qui arrivent sur lesquels on est tenté de mettre beaucoup d'offres commerciales sur la table pour les conquérir. Donc le point, c'est vraiment attention, garder cette fidélité client, qu'ils aient jamais l'impression d'être biaisés et qu'ils soient mieux traités en étant prospects plutôt que clients fidèles, effectivement. D'accord. Moi, j'aurais une question pour Eric, et après on va passer aux questions pour la salle. Donc tout à l'heure, tu as souligné justement qu'en tant qu'opérateur télécom, vous avez naturellement accès à un certain nombre de données. Dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le e-commerce, la vente à distance, la VPC. Qu'est-ce que tu en donnerais comme conseil pour démarrer? Dire voilà, effectivement, je suis convaincu suite à cette conférence, mais par où je démarre? Quel serait ton conseil à partir de ton expérience si on n'est pas opérateur télécom? Oui, effectivement, on a quand même une chance, c'est qu'on a une base de données pour démarrer. En fait, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, pour le cross-sell, quand il s'agit de faire de la prospection, d'aller chercher des prospects, je pense que ce qu'on a fait est applicable à tout le monde. C'est vraiment, la première étape, ça a été de qualifier notre base. Un critère essentiel pour identifier qui peut être appétant à de l'Internet, par exemple, qui n'est pas encore Internet Orange, c'est de savoir qu'il est tout simplement équipé Internet à la concurrence. Et pour nous, c'est essentiel. Ça nous permet... Alors, comment on a fait? On a lancé un programme qui tourne toujours, un programme de qualification de notre base. Et donc, l'essentiel, c'est quand même de constituer sa base client. Et donc, dans tous les points de contact, aujourd'hui, il y a le vendeur en boutique, comme sur le web. À chaque fois qu'il apparaît, on lui propose de se qualifier. 2-3 informations. On n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'avoir ses données de contact et son équipement. Et après, avec ça, vous pouvez effectivement cross-seller. Et je pense que c'est tout à fait applicable à n'importe quel secteur d'activité. Mais l'essentiel, c'est quand même de constituer sa base. Et profiter de tous vos points de contact pour le faire. Merci Eric. On va passer la parole à Florian. Peut-être une première question sur Twitter pour Mickaël ou Eric. Donc oui, on a eu une question sur l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, pour Facebook, est-ce que vous avez pu remarquer des grandes tendances dans le comportement d'achat des visiteurs qui proviennent de ce canal? Est-ce que c'est plus pour acquérir de nouveaux visiteurs ou au contraire pour fidéliser les clients? On a vu une tendance, c'est vrai, une très très bonne question. Si je reviens à l'historique de Facebook pour la Redoute, quand on a eu 60 000 fans, on avait à peu près 90% de nos clients qui étaient dans cette base existante de fans. Et plus on est allé chercher du volume, donc plus on s'est approché du 1,2 million qu'on a atteint actuellement, plus on a eu une bascule et nos clients se sont vraiment réduits dessus pour aller recruter des prospects à côté. Donc nous, le constat qu'on fait, et on l'a vraiment noté, passer la barre des 1 million, c'est que passer 1 million, vous rentrez dans un cercle qui est vraiment vertueux, sur lequel des clients des prospects viennent par viralité. Donc quelqu'un qui est déjà fan de la marque communique à son réseau autour de ça et attire des prospects. Nous, on a vraiment vu un cap se faire à passer le 1 million de fans. C'est vraiment à partir de ce moment-là que la part de prospects sur le site est devenue beaucoup plus forte, en fait. Donc on a une vraie tendance. Après, tendance de consommation, pour l'instant, on voit des choses, mais je pense pas suffisamment pour en tirer des vrais points saillants. Malgré tout, le F-commerce, c'est très très récent pour l'instant. Une question concernant justement Facebook, ces idées-là. On parle de fans, donc 1,2 million. Quand ils sont fans et qu'ils arrivent sur la page pour la première fois, on les connaît pas encore en tant qu'individu, en tant que client. C'est pas pour autant qu'on a la capacité de les enregistrer dans le système d'information avec un identifiant. À quel moment on est capable de faire le lien, et est-on capable de faire le lien entre un fan et un client? À quel moment on peut rentrer un fan pour le reconnaître une autre fois? Comment ça se passe aujourd'hui? Ce qu'on constate chez Redoute, nous, sur la partie Facebook, c'est qu'on a lancé depuis, je vous invite à aller voir d'ailleurs cet après-midi, ce qu'on appelle des fan gates. Donc ça veut dire, quand vous arrivez sur la fanpage de Redoute et que vous n'êtes pas encore fan, quand vous cliquez sur j'aime, vous avez une welcome page qui arrive et qui vous demande une information contre un incentive.
Donc par exemple, la semaine dernière, on a mis en place une Fangate qui vous offrait 15 Facebook Credits si vous nous donniez votre adresse email. 5 jours de présence sur la fanpage, on a recruté 34 000 nouvelles adresses email. Alors, je vous rassure tout de suite, ça fait pas partie de notre top client, c'est pas pour autant que c'est des très très bons en email, enfin, sans trahir de secret, mais ça nous permet justement, via des leviers qui proposent un incentive aux clients, de récupérer une donnée qui nous permet de les matcher en base. Donc typiquement, la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 35% des personnes qui étaient clientes et le reste étaient des prospects. Donc ça nous a permis de dire dans la base de données, voilà, on a une récence, cette personne est également sur Facebook, elle est présente depuis 3 jours dans notre base de données. Donc on essaye vraiment de construire autour de ça. Et donc via l'adresse email, on peut du coup le reconnaître si cette adresse est déjà connue. Et donc ça passe par des applications, des jeux, des choses Voilà. où on demande à l'individu un opt-in à donner l'information. Voilà, et c'est là le point pour information, c'est que les applications vous permettent de demander des informations sur Facebook. Vous savez, vous allez lancer une application, vous avez une page d'entrée qui vous dit la marque veut récupérer telle et telle donnée, est-ce que vous autorisez ou pas? Le constat qu'on fait, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette donnée-là, parce qu'on a à peu près 25% des gens qui acceptent. Donc 25% des gens qui acceptent de vous donner des données personnelles. Ça veut quand même dire qu'il y en a les 3/4 qui n'autorisent pas ces données-là, donc il faut être très pointu et essayer de faire un maximum le lien entre l'information que vous voulez récupérer et pourquoi on fait cette application derrière. Typiquement, si vous demandez l'adresse email à quelqu'un et que derrière, dans l'application, la personne se rend compte qu'il n'y en a juste pas besoin, on est sûr qu'on aura un taux d'opt-in qui sera extrêmement faible. Donc la clé, elle est là-dessus. Il faut être très très fin dans votre démarche et pas chercher à récupérer toutes les données d'un coup, sinon ça ne va pas être validé par le fan. Donc sur Twitter, on a une nouvelle question pour Eric. Donc comment trouver le bon équilibre dans la quantité de messages émis pour éviter le désabonnement dans les médias sociaux? La quantité... On est content qu'elle soit pour Eric, celle-ci, hein, franchement. Alors, l'idée, c'était... Alors, je pense que c'est pas une question de message, c'est pas une question de volume. L'essentiel c'est que c'est ceux qui sont nos ambassadeurs ou ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont parler de nous, il faut qu'ils soient qu'on sache les animer et qu'ils aient envie d'animer globalement la communauté. Et donc le message, c'est pas une question de message, c'est bien une question de comment je fais en sorte de les recruter. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut qu'on soit, il faut mettre une organisation avec des animateurs. Nous, on a des communautés, on a Orange Music, on a différentes communautés, et on a des animateurs spécifiques. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. Après, ils prendront très rapidement le relais, mais il faut assumer l'animation. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas un coût non plus négligeable. Faut le faire. Merci. Ensuite, pas toutes les questions comme ça. On a une question également sur l'utilisation des outils. Est-ce que comptabiliser ces données des médias sociaux avec les outils CRM, c'est réservé uniquement aux grands comptes? Est-ce que c'est aussi accessible aux PME? Est-ce qu'il faut forcément utiliser des outils de business intelligence pour pouvoir regrouper tout ça? Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les entreprises qui voudraient se lancer? Ouais, je veux bien rajouter c'est un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais, c'est qu'il faut l'animer, mais il faut une bonne façon pour les petites entreprises de le faire, c'est que ça veut dire que l'entreprise devient 2.0 en fait aussi. Et c'est tous les acteurs de l'entreprise doivent avoir aussi un compte et doivent réagir, savent réagir, ont des messages à distribuer. Et là, c'est une façon effectivement de répartir le coût, mais ça rapproche toute l'entreprise de ses clients, quoi. Et c'est, à mon avis, une bonne façon de faire. Merci. Ouais, je compléterai le point d'Eric. Effectivement, pour une PME, la contrainte, c'est la rentabilité à tout prix, en fait. Donc, il faut être sûr, quand vous décidez d'aller vous positionner sur les réseaux sociaux ou les nouveaux canaux, de ce que vous allez y chercher. Typiquement, la clé de la CRM et des segmentations RFM qu'on voit depuis des années, c'est comment est-ce que je reconnais mes ambassadeurs et comment je reconnais mes meilleurs clients. Et je pense que pour ça, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est magnifique tant que vous engagez de la discussion avec vos clients et que vous cherchez à savoir qui ils sont et ce qu'ils aiment chez vous ou ce qu'ils détestent chez vous. Donc, c'est pas forcément une question d'outils, je dirais, c'est une question de bon sens commerçant et de bon sens client qui vous dit, voilà, si je vais sur les réseaux sociaux, j'y vais pour une raison,
c'est trouver mes ambassadeurs, et je rejoins totalement Eric là-dessus. Il n'y a pas besoin d'outils pour faire ça, quoi. Je prolongerai, hein, c'est vraiment pas uniquement une question de taille. Florent nous avait donné des questions, il y avait une question en amont où on voyait la question qui était posée, c'était est-ce qu'il faut revenir à des gros moyens de data mining? On sentait beaucoup de souffrance dans cette question, hein. Est-ce qu'il faut passer par là? Je pense qu'il faut, il y a deux choses dans le CRM, il y a la côté mise en œuvre opérationnelle et puis il y a le pilotage, la segmentation du fichier. Quand on voit des combinaisons avec des triggers, on est plutôt dans la campagne qui est qualifiée pour cette campagne-là, qui a cet objectif-là. Et ça tourne tout le temps. Et il y a des outils plus ou moins complexes pour le faire. On imagine que chez la Redoute, pour brasser l'information, il faut des outils complexes. C'est un commerçant, un peu de bon sens va permettre de mettre en place des actions assez simples. Après, il y a des outils externalisés assez faciles à mettre en œuvre. Et puis d'un autre côté, il y a un data mining qui n'est pas forcément lourd dans les outils qu'il utilise, mais qui est plutôt un data mining, on va dire, de back-office, segmenter son fichier et essayer de voir l'évolution dans le temps de la qualité de son fichier. Est-ce que je recrute des clients via les réseaux sociaux, bien sûr, mais après, ces clients sont-ils de même qualité dans la durée de la relation qu'un client recruté par un autre canal? Et ça, c'est des choses qui ont fait leur preuve depuis longtemps et qui continuent à être très efficaces. Et souvent, quand on dit qu'il y a un pont entre les différents métiers, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le web analytics et le CRM, mais y compris dans le CRM ou dans la gestion client, on va avoir les gens qui vous disent bah, la segmentation, ça sert plus à rien parce que leur objectif, c'est la gestion commerciale au cas par cas et ils sont dans la gestion de campagne et c'est d'autres outils. Et puis il y a des gens qui pilotent d'un petit peu plus loin et qui disent ok, mais on est en train de détruire de la valeur à long terme et donc on est sur des segmentations. Et ça, n'importe quelle société qui commence à avoir quelques milliers, dizaines de milliers de clients peut commencer à le faire et s'apercevoir quelle est la contribution de différentes campagnes à la qualité du fichier. Et donc, est-ce que je construis un actif sur lequel je vais m'appuyer dans les années futures? Et donc, non, le data mining n'est pas réservé aux très gros et il y a des solutions pour tout le monde, y compris externalisées. Alors, il nous reste quelques minutes pour la conférence. Alors, pour ceux qui n'ont pas Twitter dans la salle, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être abordé? Oui. Vous avez parlé des crédits Facebook en échange de likes. Donc là-dessus, j'ai deux questions. Rappelez ce que c'est que les crédits Facebook et de deux, au niveau légal, où on en est de recevoir des likes en échange d'un cadeau. D'accord. Alors les Facebook Credits, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est la monnaie virtuelle qu'on peut utiliser sur Facebook, que nous, Redoute, nous avons lancé en début d'année, qui maintenant devient la monnaie de paiement quasi obligatoire de Facebook. Donc c'est un moyen de pouvoir s'offrir des avantages, par exemple sur des jeux en ligne. Si vous avez des Facebook Credits et que vous êtes sur Farmville, par exemple, ça vous permet de passer des niveaux beaucoup plus vite. Effectivement, c'est un très bon point que vous signalez. L'incentive pour devenir fan n'est pas possible avec les Facebook Credits. Ça veut dire qu'on ne doit pas payer, on ne peut pas payer du fan directement avec des Facebook Credits. Par contre, on peut incentiver la récupération d'une autre donnée client. Nous, ce qu'on avait fait, c'est vraiment, vous devenez like, ok, très bien, donc vous êtes fan de la marque Redoute, et vous nous donnez l'adresse email. Et c'est cette donnée-là qu'on vient incentiver avec du Facebook Credit. Donc si un jour vous vous dites c'est intéressant, c'est un moyen de payer du recrutement de fans, non, ça ne l'est pas. Ça permet d'enrichir votre base de données avec une autre information, effectivement. Une autre question ici. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut incentiver les gens d'une autre manière que les Facebook Credits? Vous pouvez répéter, j'ai pas... Par rapport à ça, est-ce qu'on peut incentiver les fans ou les futurs fans d'une autre manière qu'avec des Facebook Credits? Par exemple, faire gagner des goodies ou faire des concours ou autre chose? Il y a beaucoup d'autres moyens que de payer pour justement incentiver. Le moyen qu'on voit et qui fonctionne très très bien chez nous, c'est participer à un concours. Ça paraît basique. On a fait d'énormes leviers de recrutement avec un jeu qui était vous postez la photo de votre enfant. Tout le monde, je pense, adore son enfant et c'est le plus beau de tous, évidemment. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc l'idée, c'était ça. C'était venez mettre une photo et vous participez à un tirage au sort pour que votre petit gagne un relooking complet ou soit en couverture d'un prochain catalogue. Donc effectivement, c'est vraiment le point qu'on évoquait tout à l'heure avec Nicolas. C'est pas forcément une question d'argent sur Facebook. Ça n'est même pas du tout une question d'argent. C'est une question de bon sens. Il faut savoir quelles sont les attentes de votre communauté et aller les chercher là-dessus. Très souvent, nos meilleures opérations de recrutement ou d'engagement de fichiers, c'était des choses qui étaient purement gratuites. Donc, effectivement, c'est un bon point. La question de la légalité.
La légalité sur... C'est pas directement évident de faire une action sur Facebook et d'être juridiquement dans le bon. On n'a pas eu ce genre de problème Non. en fait. Non, ça n'a pas été une vraie contrainte. Est-ce que vous regardez l'aspect légal des choses avant ou vous priez pour qu'il n'y ait pas de problème? Jamais. Jamais. Non, je Là, plaisante. On regarde forcément, on fait valider juridiquement tout avant. Bon, sans trahir de secret, entre la CNIL et Facebook, pour l'instant, il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, on se valide vraiment juridiquement pour être sûr que ça passe. Et on se valide surtout d'un point de vue client pour être sûr de ne pas faire du bad buzz. Et ce qu'on peut préciser, hein, c'est que des sociétés comme Redoute, comme 3 Suisses ou comme d'autres sont très surveillées et sont souvent en relation avec des gens de la CNIL et doivent tout valider avant. Voilà. Donc il y a vraiment un double d'enjeu. Il y a l'enjeu juridique qui peut se retourner contre une marque comme Redoute, et il y a aussi l'enjeu, vos fans, s'ils n'aiment pas et qui pensent que vous êtes complètement hors jeu, ça peut faire très très mal. On a des exemples là récents à qui c'est arrivé. Il faut être capable d'éviter ça au maximum, quoi. Alors, un autre point sur recruter avec des jeux concours ou avec des cadeaux, c'est jamais très bon parce qu'on a affaire aux chasseurs de primes. Et quand on regarde sur des fichiers clients, après la qualité de ce qu'on obtient, c'est quand même pauvre. Et quand je vous parlais tout à l'heure de nos opérations de qualification, on se rend compte que les gens le font avec plaisir. Simplement, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps. Et vous aurez certainement pas tout le monde, mais vous aurez ceux qui ont envie de vous parler en tout cas. Alors, on me fait signe en régie que le temps est écoulé, mais est-ce qu'on me donne toujours le droit à une dernière question, régie? Alors, très rapidement, alors. Une dernière question très rapide de la salle. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Voilà, une question brillante et courte. Je mets pas la pression. Est-ce qu'il y a une dernière question sur Twitter? Non. A priori, donc on a fait. En tout cas, rien de court, malgré les 140 caractères. Je pense qu'on va conclure ici. Un grand merci aux participants d'avoir préparé. Merci. Peut-être présenter la suite rappeler la prochaine conférence. Donc tu peux passer, je reviendrai là-dessus. Donc la prochaine conférence est à 13h30. 13h30. Comment évaluer la performance? Donc on est vraiment sur la notion de trafic avec c'est celle sur laquelle intervient Nicolas. Tout à fait. En particulier Nicolas Verust, WebDistrib, qui est un site de e-commerce électroménager et qui fait vraiment suite à cette conférence. C'est vraiment le premier point. Voilà. Donc on se retrouve en salle 2 d'ici une demi-heure. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.